Martine Ivara Devenay, donc qui va intervenir sur le thème de conserver la trace. Vous êtes expert honoraire près de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, ancienne enseignante à l'Institut du droit et de l'économie appliquée, à la construction et l'habitation. Vous êtes administratrice et secrétaire générale du CDHA. Vous êtes intervenu dans différentes activités comme l'élaboration d'expositions sur les médecins de la colonisation notamment. Donc, nous accueillons dans un premier temps Martine Ivara. Donc, lourde tâche que de conserver la trace. 1962-1974. Durant cette décennie élargie, les rapatriés vont prendre tout à la fois conscience du temps qui passe, des effets pervers de la diaspora, de l'interdiction qui leur est faite de faire leur deuil et le deuil de leur pays et de leur histoire. Il fallait donc, avant que le temps n'efface les souvenirs et que les hommes ne réduisent cette histoire à néant, créer un sanctuaire pour réunir et préserver les traces de ces 132 années de présence française en Afrique du Nord. C'est ainsi que Madame Charles Valin, qui était l'ancienne vice-présidente de l'Assemblée algérienne, et Mademoiselle Pasquier-Bronde, une figure algéroise, vont s'attacher en 1974 à créer à Aix-en-Provence, avec l'aide de son maire socialiste Félix Ciccolini, le Centre de culture, recherche et documentation historique sur l'Algérie, plus connu sous le sigle de CDHA. D'abord installé dans des locaux municipaux, le CDHA peut s'enorgueillir d'être maintenant dans ses murs, dans ce magnifique conservatoire où vous êtes accueillis aujourd'hui. Ce bâtiment qui nous appartient a été construit grâce à l'action conjuguée de la Fondation pour la recherche historique en Algérie, des donateurs et du concours des collectivités publiques. Le CDHA a été reconnu d'utilité publique le 30 septembre 1985, l'État confirmant ainsi le sérieux de ses actions. Cette reconnaissance permet également d'émettre un signal rassurant à l'attention de nos adhérents, des donateurs et des collectivités publiques. La mission du CDHA, c'est de conserver les traces. L'article 1er de nos statuts éclaire parfaitement le but et les objectifs de notre association. Cette association a pour but de rechercher partout, en France et hors de France, rassembler, répertorier, conserver et faire connaître la documentation sous toutes les formes d'expression, histoire, littérature, art plastique, documentation sonore, musique, etc., concernant l'Algérie avant et pendant la présence française et les suites de cette présence. Elle se donne pour règle une objectivité totale en s'interdisant toute discrimination ou prise de position fondée sur des considérations philosophiques ou politiques. Elle se met en mesure, ainsi, de fournir aux contemporains comme aux générations futures un moyen fiable d'information sur la part d'histoire partagée par les Français et les Algériens pendant plus d'un siècle et les conséquences proches ou lointaines qui en ont résulté pour les deux pays. L'association peut ainsi recueillir dans le même esprit des informations concernant le Maroc et la Tunisie. Article 1er de notre association. Quelles traces conservons-nous ? Dans le contexte particulier de notre histoire, tout constitue une trace et doit être conservé. Toute personne qui est détentrice d'un document, d'un livre, d'une revue, d'un bout de périodique, d'un objet d'art, d'un objet usuel, d'archives familiales, professionnelles, administratives, de photos, de vieux films, de documents cartographiques, peut en faire don au CDHA et faire ainsi œuvre de transmission. Tout, je dis bien tout, nous intéresse. Dans la mesure où chaque pièce constitue la preuve d'une existence et d'une réalité,
une trace laissée, irréfutable, car non constituée pour la cause. Ce qui peut apparaître aux yeux des profanes comme futile peut s'avérer un trésor pour nos chercheurs et nos historiens. Donc, si l'un d'entre vous détient des souvenirs ramenés d'Algérie par les parents, les grands-parents ou par eux-mêmes, et qui serait tenté de les mettre à la poubelle, parce que n'intéressant personne dans la descendance, ou qui détient des documents, mais à l'inverse souhaite les garder dans la famille, nous pouvons intervenir. Nous recueillons ainsi directement les dons qui nous sont apportés ou que nous pouvons aller chercher. Et pour les personnes qui ne souhaitent pas se séparer de leurs archives familiales, nous pouvons numériser tous les documents et les rendre à leurs propriétaires. Nous avons également un spécialiste de l'audiovisuel qui fait des miracles en numérisant de vieilles bobines de films, quelquefois illisibles pour ceux qui les détiennent, parce qu'ils ne possèdent plus les appareils nécessaires correspondant au format de ces films. Grâce au don de vieux appareils de projection, nous pouvons lire ces bobines, les numériser et les rendre à leurs donateurs sur une clé USB, leur facilitant ainsi le visionnage. Combien de donateurs et d'adhérents ont ainsi pu revoir des scènes familiales, les scènes de vie qu'ils pensaient perdues à jamais, et ou des manifestations sportives, culturelles, tenues dans leur ville ou dans leur village, et où on peut constater que toutes les populations y sont mêlées, sans l'ombre d'un apartheid, comme certains ont pu le laisser supposer. Au-delà des archives privées, nous récupérons celles d'associations en voie de disparition ou de groupements professionnels ayant exercé en Algérie, au Maroc, en Tunisie. On peut nous remettre les documents sans les trier au préalable, ce qui est même préférable. Il vaut mieux laisser faire nos spécialistes, documentalistes, archivistes, qui seuls peuvent apprécier la juste valeur d'un document. Nous recueillons également, je vous l'ai dit, tout ce qui concerne l'Afrique du Nord, Algérie, Maroc, Tunisie. Les témoignages oraux. Outre les traces que je qualifierais de matérielles, nous conservons également la parole. Nous détenons une audiothèque qui rassemble plus de 1200 témoignages recueillis auprès de nos adhérents, auprès de harkis, d'appelés, de militaires, de personnalités politiques et également d'anonymes. L'écoute de ces témoignages est quelquefois, pour ne pas dire toujours, poignante, car le plus souvent, ils émanent de personnes qui ont refoulé leurs blessures et leurs traumatismes et que la parole libère brutalement, mais qui, malgré la douleur, tiennent à transmettre à la postérité les événements dont ils ont été les témoins, voire les acteurs ou les victimes. Souvent, ces témoins nous disent « mais je n'ai rien d'important à raconter », sauf qu'une histoire qu'on raconte ajoutée à des dizaines d'autres histoires qui relatent les mêmes faits d'un bout à l'autre du territoire ne sont plus des histoires individuelles, mais deviennent des morceaux de la grande histoire et intéressent en conséquence nos chercheurs et nos historiens. Aujourd'hui, le conservatoire, avec ses 1400 mètres carrés, est organisé sur les modèles d'un centre d'archives et d'une bibliothèque type national, avec un silo de conservation, c'est notre coffre-fort, il est là, vous pouvez le voir, des ateliers de restauration, des salles de lecture et de conférences. Il détient, ce coffre-fort, 99 000 documents, dont 850 objets muséaux, hors collection de bijoux, entre 150 et 300 pièces relevant de la catégorie bijoux, 10 000 cartes postales allant de 1860 jusqu'après 1962, 15 500 titres d'ouvrages, dont 8 000 livres anciens et 7 500 titres postérieurs à 1962, 21 000 journaux et revues, plus de 500 fonds d'archives personnelles, familiales, d'entreprises ou associations, une cartothèque comptant près de 1300 cartes
dont plusieurs datent des débuts du XIXe siècle. Plus d'une centaine de plans de villages et de villes, et des collections particulières exceptionnelles, comme celle des soldats de plomb reconstituant tous les corps de l'armée d'Afrique. Plus de 120 tableaux et gravures originaux. Qui se penche sur les traces de cette histoire si particulière qui est la nôtre? Il y a plusieurs types de personnes qui viennent spontanément consulter nos archives. Les pieds noirs, bien sûr, eux-mêmes à la recherche d'un lien avec le passé familial, à la recherche d'une documentation historique leur permettant de mieux appréhender tel ou tel fait, par curiosité, pour se replonger dans un univers qu'ils croyaient, pour certains, avoir remisé dans un coin de leur mémoire. Depuis l'inauguration du conservatoire, le 5 octobre 2019, certains qui n'y croyaient plus viennent constater la réalité de cette pérennisation de leur passé et sont impressionnés par ce qu'ils constatent. Nous avons ensuite des chercheurs, étudiants, doctorants qui viennent de tous les pays. Français, certes, mais aussi algériens, dont l'accès aux archives dans leur pays est particulièrement difficile, pour ne pas dire fermé. Des Canadiens, des Allemands, des Japonais, des Espagnols, des Portugais. Tous sont intéressés par cette colonisation à la française qui n'a pas eu son pareil dans tous les pays. Des producteurs de films ou des réalisateurs de documents que cette thématique de l'histoire intéresse. Par quelles actions nous faisons-nous connaître? Il y a bien sûr les visites du conservatoire. Nous recevons toute personne, associations, amicales et groupes qui souhaitent visiter notre bâtiment et nous mettons un guide à leur disposition. Inutile de vous dire combien les gens sont stupéfaits de découvrir notre conservatoire, bien sûr, et la richesse de ses fonds documentaires et muséaux. Nous nous faisons connaître également par des expositions. Au-delà des archives et de la conservation de la parole, nous contribuons également à laisser une trace en proposant des expositions sur différents thèmes. Nous en avons 5 actuellement qui circulent. L'Algérie au fil de l'art, qui est une exposition conçue et réalisée par l'association Abdeltif, c'est notre Villa Médicis d'Alger, et exposition conçue et réalisée donc par cette association et Madame Elisabeth Cazenave, qui est une historienne de l'art. Cette exposition est un catalogue des œuvres monumentales artistiques en Algérie. Parole d'Exode, deuxième exposition, qui retrace bien sûr le douloureux départ d'Algérie des Français et des Harkis, qui évoque le chemin de croix qu'ils ont dû suivre lors de leur arrivée en métropole, où ils ont été reçus, vous le savez, au mieux dans l'indifférence, au pire dans une hostilité affirmée, mais aussi avec compassion et générosité par certaines personnes touchées par leur drame et les conditions sordides de leur exil. Autre exposition sur l'armée d'Afrique, qui retrace le parcours de ces corps d'élite qui, de 1830 à 1962, se sont illustrés sur tous les continents. Il s'agit, et les noms vont être évocateurs, des Zouaves, des Spahis, des tirailleurs, des Goumiers, de la Légion étrangère, des chasseurs d'Afrique, des bataillons d'Afrique, des compagnies méharistes sahariennes. C'est Gérard Crespo, historien-chercheur, qui relate l'histoire de ces régiments mythiques qui s'illustreront par de hauts faits d'armes et des exploits accomplis par des personnages souvent hors du commun. Quatrième exposition, les sections administratives spécialisées, ou les SAS. Cette exposition rend hommage à la pacification, à la mission de pacification méconnue de ces unités lors de la guerre d'Algérie. Cette exposition a été mise en œuvre par le groupe de travail constitué par le CDHA sous le contrôle de Grégor Mathias, qui est un historien spécialiste des SAS. Ces unités remplissaient des missions militaires, sécuritaires, économiques, de formation et de scolarisation, d'administration territoriale, médicales et sociales. Notre dernière
exposition itinérante, les médecins de colonisation. Dès la conquête de l'Algérie, la France va relever le défi de mettre en œuvre une médecine dispensée à tous et d'organiser les soins avec d'abord des médecins militaires, puis ensuite avec ces médecins civils. Le propos de cette exposition est de faire découvrir ces médecins, infirmières, auxiliaires, chercheurs, personnes humbles, méconnues ou célèbres qui ont contribué à donner à l'Algérie indépendante des infrastructures médicales et un état sanitaire digne d'un grand pays. Qu'en ont-ils fait? Mise en place également des parcours pédagogiques avec l'assistance de l'ONAC-VG et de l'Académie d'Aix-Marseille. Nous avons mis en place, dans le cadre de la transmission mémorielle, des parcours pédagogiques à destination des élèves des collèges et des lycées, mais je laisserai le soin à Mohamed Néméry de vous en parler. Les colloques. Notre premier colloque s'est tenu à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Il portait sur la transmission mémorielle. Et le second, c'est celui qui se tient aujourd'hui et qui en est la prolongation. Ainsi, nous conservons la trace. Laissez donc vos traces. Et vous, les jeunes, faites vos traces. Vous savez qu'elles ne s'effaceront pas et que nous y veillerons tous ensemble.